Bonjour et bienvenue sur Major Bac. Je vais vous parler des deux sujets qui sont tombés en philosophie au bac L en 2019. Le premier sujet, est-il possible d'échapper au temps, était un sujet qui n'était pas seulement philosophique mais également un sujet littéraire. Et vous invitez en effet à utiliser de nombreuses connaissances qui vous viennent de la littérature pour argumenter et pour amener des exemples originaux à votre propos. Il ne fallait absolument pas hésiter à donner de la personnalité à votre copie en évoquant ces multiples exemples littéraires. On pouvait par exemple penser au tempus fugit, qui est une thématique très importante de la poésie, où à chaque fois le poète essaye d'arrêter le temps. On peut penser par exemple au poème Le lac de Lamartine, où le poète lance des appels désespérés au temps pour qu'il s'arrête. Ainsi, c'est une thématique que l'on retrouve très souvent dans la poésie. On pouvait également parler de Ronsard, qui dans ses hymnes montre une opposition entre le pouvoir de la poésie et le pouvoir politique. Pour lui, la poésie est gravée dans le marbre et elle est capable de résister au temps, tandis que le pouvoir politique est limité dans le temps. Toutes ces réflexions vont vraiment vous aider à bâtir un développement. Dans une première partie, on pouvait commencer par voir pourquoi est-ce que l'homme veut tant fuir le temps et est-ce qu'il est possible de fuir le temps. La première réponse forcément évidente est qu'il est impossible de fuir le temps. On voit que l'homme forcément vieillit. Là-dessus, on pouvait parler notamment de la philosophie de Kant, qui était très attendue dans ses dissertations. Rappelez la critique de la raison pure, où Kant pose que toutes les pensées de l'homme sont encadrées dans l'espace et dans le temps. Ainsi, l'homme a besoin du temps pour pouvoir réfléchir, puisque c'est le temps qui construit sa conscience. L'homme ne peut pas échapper au temps, puisqu'en échappant au temps, il s'échappe à lui-même et il perd son humanité. Cette théorie est également développée par Bergson et vous pouviez citer également d'autres philosophes des mêmes courants qui évoquent des idées similaires. Dans la deuxième partie, on pouvait voir que finalement, peut-être, grâce à l'art et à la culture, l'homme peut réussir à échapper au temps. On pouvait parler des œuvres majeures de Huysmans, par exemple, À rebours, de À la recherche du temps perdu de Proust, ou encore de l'exemple de Ronsard évoqué tout à l'heure, de tous ces poètes, de ces écrivains qui cherchent à échapper au temps en créant une œuvre immortelle. On retrouve cette idée notamment chez Arendt ou encore chez Rousseau dans le second discours, où il définit le temps comme la capacité de l'homme à surpasser sa finitude. Dans une troisième partie, on pouvait voir pourquoi est-ce que l'homme cherche aussi désespérément finalement à échapper au temps. Et est-ce que cela ne serait pas finalement contre nature? Et est-ce qu'au contraire, il ne devrait pas essayer de profiter du temps qu'il a au lieu d'essayer d'y échapper? On pouvait parler à ce moment-là des pensées de Pascal, par exemple, qui traitent du divertissement comme de la capacité de l'homme à vouloir fuir son présent, fuir sa vie et fuir finalement son quotidien. L'homme devrait peut-être profiter de chaque jour. L'autre thématique de la poésie qui est cueillir les roses de la vie de Ronsard, de profiter de chaque jour au lieu d'essayer de fuir le temps. On pouvait également traiter dans cette partie la thématique de l'immortalité qui est très souvent traitée et dans la littérature et dans la cinématographie. Bref, il y avait de quoi créer un devoir véritablement original et personnel grâce à des exemples littéraires, cinématographiques et philosophiques. Le deuxième sujet, à quoi bon expliquer une œuvre d'art, était un sujet qui était beaucoup plus académique. Pour ce sujet, il y avait quelques références qu'il fallait absolument avoir, notamment Hannah Arendt, Hegel sur l'esthétique, Kant sur la notion du beau. Dans la première partie, on pouvait montrer que l'œuvre d'art n'était pas forcément explicable. Expliquer signifie montrer les causes et les conséquences d'un phénomène. On explique d'habitude des phénomènes scientifiques, alors que l'œuvre d'art est beaucoup plus considérée comme un phénomène subjectif et par conséquent difficile à expliquer. Alors, comment peut-on expliquer une œuvre d'art? Pensez à votre dernière expérience dans un musée. Est-ce que vous pouvez expliquer à un de vos camarades ou amis une des œuvres que vous avez vues et lui faire passer l'émotion que vous avez ressentie? C'est absolument impossible. Pour voir et pour comprendre une œuvre d'art, il faut se trouver devant l'œuvre d'art pour pouvoir l'apercevoir et l'appréhender avec sa subjectivité. Ainsi, il y a deux lectures possibles d'une œuvre d'art. Soit l'œuvre d'art, on peut essayer de la comprendre intellectuellement, et c'est-à-dire essayer de l'expliquer, soit l'œuvre d'art, on peut essayer de l'appréhender subjectivement. Pour cela, il faut se laisser porter. En effet, il est très difficile d'expliquer une œuvre d'art puisque même le beau est un concept subjectif. Et c'est pour ça qu'il fallait traiter de Kant dans cette partie-là. Dans une deuxième partie, on pouvait voir pourquoi est-ce que finalement il est inutile d'expliquer une œuvre d'art, notamment Hegel dans l'esthétique, qui souligne que l'art est une manifestation de l'esprit. Si on pense à l'artiste est mené et guidé par une inspiration. Il n'est même pas conscient lui-même de l'œuvre d'art qu'il est en train de produire. On pouvait parler de Guernica de Picasso, des œuvres de Van Gogh par exemple, qui dessinaient dans les champs, portés par l'inspiration et pas forcément poussés par un objectif clair et défini qu'il aurait pu expliquer aux autres. Et dans ce cas-là, montrer que si l'artiste ne peut pas expliquer son œuvre, pourquoi
pourquoi est-ce qu'un spectateur pourrait expliquer l'œuvre de l'artiste à d'autres personnes? Donc c'était le point qu'on pouvait développer dans cette deuxième partie. Pour en venir dans une troisième partie sur la nécessité de l'explication pour former son regard. On pouvait se baser dans cette partie sur, par exemple, Daniel Arras, un très célèbre historien de l'art qui a fait de nombreuses émissions sur France Culture à propos des œuvres d'art. Il expliquait dans ces émissions très vulgarisées, comment est-ce qu'on devait lire les œuvres d'art, comment est-ce qu'on pouvait les comprendre. Parce que finalement, la plupart des œuvres d'art, si on les regarde sans savoir au préalable à quel courant ces œuvres d'art appartiennent, qui sont les artistes qui les ont peints, on ne peut pas les comprendre. Même pour les appréhender subjectivement, il faut connaître les codes qui sont utilisés et révélés dans ces œuvres d'art. C'est surtout vrai, par exemple, pour l'art baroque, qui est basé sur tout un ensemble de symboles qu'il est nécessaire de comprendre pour voir véritablement ce qui se passe sur l'œuvre devant vous. Il en est de même pour l'art contemporain. Kandinsky a écrit de nombreux traités sur ses œuvres pour expliquer sa démarche. Et sans ces traités et sans comprendre la portée de l'art contemporain, on ne peut pas percevoir ce que les artistes essayaient de dire par ces œuvres. Il en est de même, par exemple, pour Magritte. Ceci n'est pas une pipe, ou encore pour Duchamp, qui essaie de critiquer l'art par leurs œuvres d'art, et si on n'explique pas ces œuvres d'art, on perd finalement tout le sens de leurs œuvres. Ainsi, il fallait montrer dans ce sujet qu'on peut bien aborder les œuvres d'art de deux manières, subjectivement et objectivement, qu'on ne peut pas tout expliquer dans une œuvre d'art. Et que ce n'est pas pour autant qu'il ne fallait pas recourir à l'explication de l'œuvre d'art pour en comprendre la portée et les enjeux. Puisque pour bien appréhender l'œuvre d'art subjectivement, il faut connaître les codes de l'œuvre d'art. Et pour connaître les codes de l'œuvre d'art, il faut l'expliquer.